Une rencontre était organisée lundi 27 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse lors de la 18e édition du Marathon des mots avec le professeur de littérature française, romancier, philologue et médiéviste Michel Zinc, membre de l'Académie française et secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il y présentait ce jour-là son ouvrage Tristan et Iseut, un remède à l'amour, paru chez Stock. Allez, on commence avec un tout petit peu d'avance, mais vous êtes si nombreux, ça fait très plaisir. Je vous remercie de votre présence et je suis ravi d'accueillir Michel Zinc. Nous avons une petite heure, c'est le marathon qui veut ça, on passe d'étape en étape. Et celle-ci va être dévolue à Tristan et Iseut, joli programme. Mais avant, je vous présente, représente, puisque vous connaissez monsieur Michel Zinc, qui a intégré l'école normale supérieure en 1964. Je vais survoler, parce que vous avez fait tellement de choses. Agrégé de lettres classiques en 1967, vous avez été assistant, puis maître assistant à la Sorbonne, avec un passage de 2 ans à la faculté des lettres de Tunis, ça c'était au titre de la coopération militaire. Et vous avez été professeur à l'université de Toulouse 2, de 1976 à 1987. Vous avez laissé un souvenir impérissable, je peux en témoigner, vous avez été mon professeur. Ça va de la chance. Ensuite, vous avez rejoint l'université de Paris-Sorbonne, enfin le Collège de France, où vous avez tenu la chaire de littérature de la France médiévale. Vous avez été vice-président de l'Assemblée des professeurs de 2000 à 2012, élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont vous êtes le secrétaire perpétuel depuis 2011. Vous avez enseigné ? Honoraire. C'est une perpétuité provisoire. J'ai laissé la place. J'aime beaucoup l'oxymore, perpétuité provisoire. Oui. Eh ben voilà. Il n'y a plus de peine incompressible. Vous avez enseigné comme professeur invité dans de nombreuses universités en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Corée. Vos travaux vous ont valu de multiples prix. Vous êtes docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères. Allez, passons au fond de votre travail. La plupart de vos livres portent sur la littérature du Moyen-Âge, particulièrement la poésie lyrique. Excusez-moi d'être vaniteux, mais je suis de l'Académie française. J'allais terminer par ça, monsieur. Ah, bah quand même. Comme une cerise sur un gâteau. Voilà, particulièrement la poésie lyrique et la littérature religieuse. Vous avez créé en 1988 au livre de poche la collection Lettres gothiques. Vous avez aussi publié des romans. Je vais citer un portefeuille toulousain par chauvinisme. Ça, c'était en 2007. Des contes, des souvenirs. Vous avez reçu le prix Balzan pour votre travail sur l'histoire de la littérature européenne. Vous avez tenu une chronique quotidienne sur l'antenne de France Inter. Et vous avez été donc élu à l'Académie française le 14 décembre 2017. Et donc, je suis ravi d'interviewer mon ancien professeur devenu académicien. J'en suis réellement très flatté. Je suis vraiment content de vous retrouver, en tout cas, et de retrouver Toulouse. Mon cœur n'a cessé de saigner depuis que j'ai quitté Toulouse. Et donc, j'ai dit que nous allons parler plus précisément de votre dernier ouvrage qui s'intitule Tristan et Iseut, un remède à l'amour. Alors, la première question vient de propos que vous tenez vous-même au début de ce roman. C'est pas un roman. Hein. De cet essai, pardonnez-moi. Vous dites, quand on parle de Tristan et Iseut, quand on cite Tristan et Iseut, j'ouvre les guillemets, l'ennui tombe. L'ennui tombe. Vous ne nous ennuyez pas une seconde, mais pourquoi avez-vous dit ça ? Non, je ne disais pas... Ce que je voulais dire... Non, je l'ai dit. Mais ce que j'entendais par là, c'est que je commence un livre sur Tristan et Iseut et tout le monde s'embête avant d'avoir après, dès la première phrase. Mais... J'avertissais. Et pourquoi ennuyer ? Parce que ce qu'on sait généralement, enfin ce qu'on sait toujours de Tristan et Iseut, c'est qu'ils s'aimaient passionnément. Bon, très bien. Et puis... C'est gentil, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que l'amour n'est pas monotone ? Et j'essayais de mettre un petit peu de sel dans la soupe de Tristan et Iseut, en montrant que, oui, ils s'aiment à la vie et à la mort, mais ils ne sont pas pour autant un couple idéal ou le couple idéal qu'ils sont devenus au cours des siècles.
c'est ça l'idée. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai tout dit. On peut aller. Non. Plantons le décor. Rappelez-nous à quelle époque sont nés Tristan et Iseult. Les auteurs, si on les connaît. L'histoire elle-même, d'ailleurs, vous pouvez nous la résumer, même si elle a de multiples versions. Oui. Alors, nous a dit de ne pas dépasser le temps. Alors, la légende, à l'origine, est certainement celtique, et on a des récits irlandais en particulier qui réapparaissent plus tard, mais qui ont des parentés tout de même lointaines, avec l'histoire de Tristan et Iseult. Bon. L'histoire elle-même apparaît dans le courant du XIIe siècle dans des poèmes français. Et ces poèmes revêtent deux aspects. Les uns sont des poèmes assez courts qui racontent un épisode de la légende de Tristan et Iseult. Et généralement, l'épisode d'une ruse inventée par les amants ou par l'un d'entre eux pour se retrouver à la barbe du roi Marc. Ce qui montre que quand ces poèmes ont été composés, l'histoire était déjà très connue. On n'avait pas besoin de tout raconter pour qu'on comprenne. C'est comme une tragédie grecque. C'est pas la peine de raconter toute la généalogie des Atrides pour comprendre les Coëphores. Bon. Et puis à côté, deux romans en vers. À l'époque, toute la littérature est en vers, enfin en vers français, mais dont nous n'avons que des fragments. Ce qui pose une question sur laquelle nous reviendrons peut-être. Pour l'un, celui de Béroul, nous n'avons que le milieu du roman. Pour l'autre, celui de Thomas, nous avons des membra dissecta, des différents passages qui nous sont parvenus, soit que les manuscrits aient été dépecés, mais pourquoi ? Soit parce que ces passages étaient des morceaux de bravoure, en particulier la mort des amants, qui retenaient, qui étaient particulièrement émouvants et beaux. Et puis, en même temps, ou peut-être un petit peu avant, on trouve des allusions à la légende, en particulier chez les troubadours, chez les poètes lyriques, les poètes d'amour de Languedoc, d'ici, ou du Limousin. Et puis, très peu de temps après ces romans français, on voit des poètes allemands les imiter. Un poète, un romancier allemand, Einhard Doberg, suit une version qui est celle de Béroul. Un autre, Gottfried de Strasbourg, adapte la version de Thomas, de l'autre Thomas d'Angleterre. Bon. Mais le hasard fait qu'aucun des deux n'a vraiment terminé, enfin, rien n'est vraiment complet. Et pour l'histoire vraiment complète, il faut passer par la Scandinavie. Dans les années 1220, un roi de Norvège, qui s'appelait banalement Hakon Hakonarsson, a fait traduire toute la littérature française, en norrois, en vieil islandais, en prose, à côté des sagas locales qui existaient. C'est ainsi qu'on a une Carla Magnus saga, une saga de Charlemagne, qui compile des chansons de gestes françaises et par laquelle nous connaissons des chansons de gestes dont nous savons qu'elles existaient, mais que nous n'avons plus en français. Et il y a aussi une saga de Tristan, Tristram Saga, qui est une traduction en prose, mais absolument fidèle, du roman de Thomas. Quand on compare avec les passages que nous avons de Thomas, ça correspond exactement. Donc, comme ça, nous connaissons toute l'histoire. Et puis, dans le courant du XIIIe siècle, au moment où les romans deviennent en prose en France, et on écrit un grand Tristan en prose, mais qui déborde sur les histoires du roi Arthur, sur tout ça. Enfin bon, c'est compliqué. Et Tristan et Iseult, en même temps, sont cités partout, sont très connus, figurent parmi les couples d'amoureux célèbres, mais un peu parmi d'autres. Et il y a, j'en viens à mon sujet, l'ombre d'une méfiance, voire d'une répugnance à leur égard. Pourquoi ? Alors c'est là qu'il faut, résumons le début de l'histoire. Tristan, orphelin, arrive jeune chevalier à la cour de son oncle, le roi Marc de Cornouailles, qui l'adopte et en fait son héritier. Marc n'est pas marié. Tristan
est vainqueur d'un géant irlandais, le Moholt, frère de la reine d'Irlande, qui prélevait un tribut de jeunes gens, un peu comme le Minotaure, si vous voulez, en Cornouailles. Mais il tue le Moholt, mais il est atteint d'une blessure empoisonnée et désespérant de le guérir, il se fait mettre sur un bateau avec sa harpe, c'est un musicien, un chanteur, un poète, et abandonné au fil des flots. Les flots le poussent en Irlande, et il est recueilli par la reine d'Irlande et sa fille Isola Blonde, et qui le soignent, etc. Et comme elles sont magiciennes, toutes les Irlandaises sont magiciennes, c'est connu, elles le guérissent. Et quand il est convalescent, il est dans son bain, la blonde lui frotte le dos, enfin, bon, et elle voit son épée, et l'épée de Tristan a une brèche. Et elle s'aperçoit que dans cette brèche s'insère exactement le bout d'acier qui a été retrouvé dans le crâne du Moholt, dans sa blessure mortelle. Donc, c'est l'assassin de son oncle. Voilà. Alors, elle prend l'épée, elle veut le tuer, puis finalement, elle ne le tue pas, etc. Et Tristan, a remarqué, rentre chez lui. Les barons pressent son oncle de se marier. Il ne veut pas. Il essaye de s'en tirer. Dans certaines versions, mais Godefroy de Strasbourg s'en moque, arrive une hirondelle qui porte dans son bec un cheveu d'or pour son nez. Et pour se débarrasser des importuns, Marc dit, eh bien, j'épouserai la jeune fille à qui appartient ce cheveu d'or. Ah, mais dit Tristan, je la connais, je vais vous la chercher. C'est Isola Blonde. Et il retourne en Irlande, il est vainqueur d'un dragon, un sénéchal, enfin, il y a une histoire compliquée. Finalement, il obtient la main d'Isola Blonde, ayant tué le dragon, mais ayant obtenu la main d'Isola Blonde, il dit, ah non, c'est pas pour moi, c'est pour mon oncle, le roi Marc. Et Isola Blonde est ulcérée. Donc, elle le déteste, il a tué son oncle, et puis il veut pas d'elle en plus. Et il s'embarque, il l'emmène, Isola Blonde, avec sa suivante Brangien, ou Branguin, pour épouser le roi Marc. La reine d'Irlande, se demandant comment, si le ménage s'entendra bien, ils ne se connaissent pas, le roi Marc est beaucoup plus âgé qu'Ise. Donc, comme elle est magicienne, elle concocte un vin herbé, une décoction, un filtre d'amour, que les deux époux devront boire le soir de leurs noces. Puis le voyage dure, pas beaucoup de vent, il fait chaud. Sur le bateau, un jour, ils ont soif. Tristan et Iseux trouvent cette bouteille et se partagent le filtre d'amour. Et aussitôt, ils sont éperdument amoureux de façon irrésistible. Brangien survient et dit « C'est votre mort que vous avez bu ». On arrive en Cornouailles et à ce moment-là, les noces ont lieu entre le roi Marc et Isola Blonde, mais Isola Blonde demande à sa suivante Brangien de se substituer à elle pour la nuit de noces pour que le roi Marc ne s'aperçoive pas qu'elle n'est plus vierge. Et puis, ensuite, Tristan et Iseux continuent à se voir en cachette, en prenant tous les risques. Ils manquent d'être surpris, ils sont surpris, les ruses, toutes sortes d'épisodes qui font tout le sel de l'histoire sur laquelle je passe parce qu'on en a jusqu'à demain matin. Et ils sont... Alors une première fois, ils manquent d'être surpris. Ils sont dénoncés par le nain Frossin, qui est sur le roi... Et ils ont rendez-vous près d'une fontaine dans le jardin. Et le roi Arthur se cache dans un pin qui domine la fontaine. Tristan arrive le premier et voit le reflet du roi dans l'eau. Et quand Iseux arrive, il prend les devants, il parle le premier pour que la conversation soit innocente. Et elle comprend, le roi est dupe. Une autre fois, ils doivent se retrouver... Ils couchent dans la même chambre. En plus, le roi Marc, Iseux, Tristan, enfin bon, sont des mœurs patriarcales. Et le nain Frossin sait que Tristan a dit qu'il ne voulait pas aller à la chasse. Il est resté seul au château avec Iseux et il répand de la fleur de farine
entre le lit de Tristan et celui d'Iseux. Mais Tristan l'a vu faire, donc ils sont sauvés. Mais Tristan a trop confiance en lui. Tristan, enfin, j'ose pas dire qu'il est un bon sauteur, mais enfin bon, et sans élan, il saute d'un lit à l'autre. Et tout irait bon, ils font leurs petites affaires, tout va bien. Ils entendent du bruit, on revient, hop, il saute dans son lit. Mais Tristan avait été blessé peu de temps auparavant par un sanglier à la chasse. Et dans l'effort qu'il a fait, la blessure crève à nouveau. Il saigne dans le lit d'Iseux. Il saigne dans son lit. Voilà. Et quand Froissart amène le roi Arthur dans la chambre, certes, ils sont chacun dans son lit, mais il y a le sang. Ils sont donc convaincus, condamnés à mort sans jugement, ce qui fait que certes, les scrupuleux à la cour et ceux qui aiment bien Tristan à la cour du roi Marc le quittent. Hein, et Iseux est emmené au bûcher, Tristan est emmené à la mort de son côté, mais en chemin, il demande à prier dans une chapelle qui a une seule porte et de l'autre côté une verrière donnant sur une falaise à pic. Et là encore, il saute, il casse la verrière, il saute, le vent s'engouffre dans son manteau, il tombe sur il y a un petit ressaut à mi-hauteur, enfin bref, il s'en tire. Pendant ce temps, Iseux va être jeté au feu au milieu des lamentations de la foule, arrivent des lépreux. Et les lépreux, à l'époque, étaient réputés avoir une libido insatiable, des besoins sexuels insatiables. Ils sont menés par leur chef, Yvain, qui dit au roi Marc, roi, si tu brûles Iseux, eh ben, elle souffrira un peu, puis ce sera fini. Tandis que si tu nous la donnes, si elle devient notre femme commune, voilà, nous avons les chairs pourries, nous sentons mauvais, il faudra qu'elle nous supporte, etc. L'or connaîtra Iseux la guivre, la vipère que malement aura œuvré. Mieux aurait être ars en ré, être brûlé sur le bûcher. Et alors le roi Marc lui donne Iseux, mais Tristan voit arriver, sort, mais les lépreux en fuite se sauvent dans la forêt du Mauroy avec Iseux, où il mène une vie errante, poursuivi, pourchassé. Le chien de Tristan les rejoint, il lui apprend à aboyer sans faire de bruit. Le gouverneur, enfin le précepteur de Tristan, Governal, est avec eux. Et voilà, là, ils mènent une vie errante, ils boivent, ils se nourrissent de venaison sans sel et sans poivre, et d'eau froide de fontaine, de texte. Là où la nuit, ils ont herbergeage, ils s'en vont. Et doivent quitter ce lieu au matin, etc. Et dans le roman de Béroul, qui raconte ça longuement, c'est une vie misérable, terrible, mais il s'aime tellement qu'il ne souffre pas, mais il faut vraiment qu'il s'aime tellement. Dans le roman de Gottfried de Strasbourg, mais c'est le seul, c'est une vie idyllique dans la forêt, ce qu'a repris Wagner. Voilà. Et voilà, c'est là l'harmonie de l'amour et de la nature. Bon. Et puis, ils sont pourchassés, on les trouve une nuit. Un jour, un forestier les surprend endormis au milieu de la journée. Il va prévenir le roi Marc qui arrive, qui veut les tuer. Il lève son épée, mais il s'aperçoit qu'elles sont habillées, non pas nues, et que l'épée de Tristan les sépare. Et alors, il enlève l'épée de Tristan, il met la sienne à sa place, et Tristan avait mis son gant et il met son gant, il accroche son gant à une branche pour empêcher un rayon de soleil de tomber sur le visage d'Iseux. Donc il a eu pitié d'eux, mais les amants sont tellement effrayés qu'ils prennent comme une menace ces signes qu'ils ont été surpris, ils ont encore plus peur, etc. Au milieu de tout ça, enfin, ça c'est la mort. Dans leur errance, ils arrivent à l'ermitage d'un ermite, Augrain. Et Augrain leur dit, mais vous êtes en état de péché mortel, il faut rendre Iseux au roi Marc. Et ils se défendent en disant, mais vous n'y comprenez rien, nous avons bu le filtre, nous ne pouvons pas nous séparer, sinon nous mourrons. Et Tristan dit, j'aime Iseux à merveille, si que n'en dort, ni n'en sommeille, n'est-ce pas? Mais Iseux comprend bien le raisonnement d'Augrain, et elle lui dit, mais nous n'y pouvons rien, nous ne nous aimons pas.
C'est extraordinaire d'entendre ça en bouche d'Iseux. Sire, vous n'entendez pas la raison. Il ne m'aime pas, ne je lui. Fort, sinon par un herbé dont je bus, et il en but, ce fut péché. Avec une ambiguïté admirable, parce que ce fut péché, c'est un péché. Mais en ancien français, comme encore aujourd'hui en italien et en provençal, péché veut dire, c'est pas de chance, peccato en italien, peccare. Une peccadille. Alors, non, c'est un petit péché, c'est autre chose. Mais ça, c'est la faute, t'as pas de chance. Là. Et ça a les deux sens. Là, bon. Et puis, alors, finalement, Tristan rend Iseux au roi Marc. Et alors là, il y a une divergence entre les deux versions. Dans la version commune, celle de Béroul, dont on dit c'est un jongleur, c'est rien du tout, le philtre n'agit que pendant un temps donné, 3 ans ou 5 ans, selon les versions. Dans la version dite courtoise, elle n'est pas du tout. Celle de Thomas, il agit pour la vie. Et alors on dit, c'est plus beau, le symbole de l'amour. Oui, mais si c'est le symbole de l'amour, comment se fait-il qu'il puisse m'en séparer? Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il agit un certain temps, un jour, il cesse d'agir. Ils ne sont pas ensemble, Iseux. Tristan chasse. Iseux est dans la loge de feuillage. Tristan s'arrête et dit... Mais mon Dieu, mais quelle vie je fais vivre à Iseux. Elle pourrait être reine, etc. Et moi, je pourrais hériter du trône. Et Iseux se dit, mais Tristan pourrait être l'héritier de son oncle, être le plus vaillant chevalier de Cornouailles. Et à ce moment-là, on sent très bien que, outre les regrets de chacun pour lui-même, ce qui est nouveau, c'est que chacun pense à l'autre. Et avant, chacun ne pensait pas à l'autre. Chacun pensait à sauver sa peau. Il fallait qu'ils vivent ensemble, parce que sinon ils mourraient. Telle était la force du vin herbé. Il y a une version vicieuse où il en restait un peu au fond de la bouteille qu'on a fait boire au roi Marc. Alors du coup, il est quand même pas trop. C'est vraiment d'une cruauté sans nom. Bon, on n'a pas rentré. Et à ce moment-là, Tristan part. Donc, Augrain prépare la réconciliation et Tristan s'en va et mener une vie de mercenaire au service de rois étrangers. Et pendant ce temps, il se passe 2 choses. Et deux épisodes. L'un qui est pas partout, qui est chez Gottfried. C'est qu'un roi scandinave, justement, pour le remercier de ses services, lui offre un chien qui s'appelle Petit Cru. Petit Cru. Cru du verbe croître. Il est tout petit, il a peu grandi, il n'a pas beaucoup. Bon. Et ce chien Petit Cru a une clochette au cou. Et le son de cette clochette est si beau que quand on l'entend, on oublie tous ses chagrins. Et Tristan est très content. Pour la première fois, il ne souffre plus d'être séparé d'Iseux. Dans ce truc magnifique où le philtre n'agit plus et il continue à s'aimer. Il ne devrait plus s'aimer. Il continue à s'aimer. C'est quand même superbe. Non, enfin, c'est pas mal non plus si c'est quand ça dure tout le temps. Enfin bon. Et alors, donc, il est très content. Et, mais il se dit, au bout d'un moment, mais moi, je peux oublier mon chagrin. J'ai toujours sous la main la possibilité d'être heureux. Mais Iseux ne l'a pas. Elle souffre à cause de moi. Et il envoie le chien Petit Cru à Iseux. Et Iseux d'abord est toute contente. Pour la première fois, elle ne souffre plus d'être séparée de Tristan. Et puis elle se dit, mais Tristan avait ce chien. Il pouvait ne plus être malheureux. Et il y a renoncé pour que moi, je ne sois pas malheureuse. Et elle est dans la chambre des dames, dans le château de Tintagel, qui domine la mer de Cornouailles. Et elle détache la petite cloche de Petit Cru et elle la jette dans la mer. Ça, c'est le joli épisode. Et l'épisode qui est... c'est que à la cour, bon, Iseux est redevenue reine, mais les médisants continuent à dire « mais elle était la maîtresse de Tristan, mais c'est pas vrai, etc. » De sorte qu'on exige d'elle une ordalie, le jugement de Dieu, en présence du roi Marc, du roi Arthur. Le roi Marc, mais en plus le roi Arthur et tout le monde. Bon. Et ça doit se passer 8 jours après, à un endroit qui s'appelle la Blanche Lande. Et
elle envoie son écuyer voir Tristan, dont elle sait qu'il est caché dans la maison d'un forestier, au fond de la forêt. Et elle lui dit, pour arriver à cette lande, il faut franchir un marais. D'être à l'entrée du marais, déguisé en mendiant, et de mendier. Bon. Et alors, bon, Tristan... Et elle dit, curieusement, à Péridis de dire à Tristan de lui garder l'argent qu'il aura gagné. Alors, c'est un des traits bizarres. Bon, je finis vite pour pouvoir dire autre chose. Donc, Tristan se met là, mendie, arrive Iseux, et qui dit, bouh, mais c'est tout ça, ce marais, j'aime ça lire. Dites donc à ce mendiant de venir et de me porter sur son dos. Et il la porte sur son dos, de l'autre côté du marais. Après quoi, elle prête serment que aucun homme n'a jamais été entre ses cuisses, sinon le roi Marc et le mendiant dont tout le monde a vu qu'il l'a porté à Califourchon pour passer le mal pas. Et alors, dans la version de Gottfried ou Eilhard, dans une des versions allemandes, elle est tout de même soumise au jugement de Dieu, et Dieu se fait complice des amants. Dieu accepte cette vérité littérale qui est un mensonge, et elle saisit le fer rouge sans se brûler. Mais Béroul, le jongleur Béroul, est plus malin. Tout le monde est tellement convaincu, elle a dit ça avec une telle candeur et tellement de... On dit, bon, ben, c'est pas la peine qu'après... Bon, il est évident qu'elle est innocente, et ça en reste là. À la fin de l'histoire, Tristan est au service du seigneur de Carhaix en Petite-Bretagne. Et il devient le grand ami du fils de ce seigneur, Caerdine. Caerdine a une sœur qui s'appelle Iseux aussi. Iseux aux blanches mains. Et Tristan est frappé le fait qu'elle s'appelle Iseux. Il est toujours malheureux. Iseux est avec le roi, la blonde est avec le roi Marc. Il se dit qu'il va épouser Iseux aux blanches mains. Et il y a dans le roman de Thomas, passage conservé ailleurs, un long monologue extraordinaire et terrible où Tristan se dit, bon, est-ce que je l'épouse? Ben oui, ben non, je l'aime pas, oui, mais elle s'appelle Iseux, etc. Et à la fin, il tient le raisonnement suivant. Il dit, Iseux est avec le roi Marc. Elle ne peut pas s'empêcher de jouir avec lui. Elle-même peut-être. Mais quand elle est dans les bras du roi Marc, elle jouit. Bon. Et moi, je n'ai pas de jouissance. Je suis frustré. Eh bien, je vais épouser Iseux aux blanches mains pour voir l'effet que ça fait de jouir avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et oui, ça fait rire. Mais en même temps, c'est une forme, c'est quelque chose de terrible, cette sorte de jalousie sexuelle. C'est une source de souffrance immense. C'est la source même de la jalousie. Et c'est quelque chose qu'on trouve constamment dans la poésie des troubadours et constamment dans les textes un petit peu postérieurs, début du XIVe siècle, qui prétendent l'expliquer. C'est quelque chose de très important. Il épouse Iseux aux blanches mains, mais le soir des noces, en se déshabillant, il laisse tomber l'anneau que lui a donné Iseux la blonde. Et il ne consomme pas le mariage. Et puis, elle continue, car il n'en sait rien. Et un jour, ils sont à la chasse, tous les trois, et le Caerdine, Tristan et Iseux aux blanches mains. Et le cheval d'Iseux aux blanches mains traverse au galop une grande flaque d'eau qui éclabousse Iseux. Et Iseux se met à rire. Et Caerdine lui dit, pourquoi riez-vous? Et elle répond, cette eau est montée plus haut que la main de Tristan n'est jamais allée. Alors, Caerdine dit de quoi? Et à ce moment-là, quand ils sont tous les deux tout seuls, enfin, Caerdine et Tristan lui avoue tout, il lui raconte toute son histoire, et Caerdine se fait l'intermédiaire, l'entremetteur, le go-between entre Tristan et Iseux la blonde. Et dans certaines versions, à plusieurs reprises, ils se revoient, ils l'emmènent, ils vont ensemble en Angleterre, ils se revoient, etc. Pendant ce temps, Caerdine a lui-même une intrigue avec Brangéen dans certaines versions. Enfin bon. Et à la fin,
j'arrive tout de même à la fin. Iseux est blessé, une blessure empoisonnée, mais cette fois-là, il n'y a plus rien à faire, en donnant au secours d'un homonyme, là encore, qui s'appelle Tristan le Nain. Bon. Et il est malade et il sent qu'il ne vivra plus longtemps. Et il dit à Kaerdin d'aller chercher Iseux la blonde et de se débrouiller pour la ramener. Et il dit, si vous la ramenez, hissez une voile blanche. Et si vous ne ramenez pas une voile noire, c'est de nouveau l'histoire du Minotaure, d'Égée et de Thésée. Vous voyez. Et Kaerdin part, mais Iseux la au Blanchemain a entendu la conversation. Et c'est son tour d'être jalouse. Et à la fin, Tristan ne peut même plus aller au bord de la mer, il est trop faible pour surveiller l'horizon, alors qu'Ardine, je passe la ruse qu'il emploie, enfin il revient avec Iseux la blonde, et alors qu'ils sont tout près de la côte, le vent tombe, le bateau est arrêté. Iseux, au Blanchemain, va voir et voit que la voile est blanche. Il revient et elle dit à Tristan, réjouissez-vous, Kaerdin revient. Vous allez revoir votre ami Kaerdin. Et Tristan dit, est-ce que vous avez vu la couleur de la voile? Et elle dit, oui, ils l'ont élevée très haut parce qu'ils ont très peu de vent. Elle est toute noire. Et Tristan se tourne vers le mur et dit, je ne peux plus garder ma vie plus longtemps. Il meurt. Et pendant ce temps, le vent s'est levé, le bateau avance, il arrive, Iseux débarque, la blonde débarque, et Tristan est mort, et elle meurt de chagrin à côté de lui. On les enterre dans 2 tombes, côte à côte, mais un rosier, dans certaines versions, une autre plante dans d'autres, poussent de l'une à l'autre et les réunit, on finit par les mettre dans la même tombe. Voilà. Alors, bon, excusez-moi, j'ai passé le temps à vous raconter ça. Mais c'est passionnant. On va pas s'en plaindre. Puis-je ajouter, alors vous me direz, c'est une histoire très très émouvante. Hein. Pourquoi a-t-elle été accueillie avec réticence? C'est la question que j'allais vous poser. Ah, mais ça ne m'étonne pas de vous. Vous avez toutes les subtilités. Et pourquoi, dans leurs poèmes d'amour, les poètes de l'époque disent « Mais moi, je ne suis pas comme Tristan, j'aime mieux Tristan. » Eh bien, d'abord parce que l'histoire est tout de même un peu scabreuse. Les épisodes sont scabreux. Et puis, c'est une histoire d'adultère. On a beau dire l'amour courtois est souvent adultère, etc. Rarement avec cette sorte de brutalité. Et souvent, on n'entre pas, on dit toutes les faveurs qu'ils échangent, mais enfin, on laisse un peu de gaz sur l'acte ultime. Or, comme, si vous me pardonnez, aussi bien, d'ailleurs on le vérifie aussi dans le cas de l'homosexualité, le Moyen-Âge est focalisé, si je m'exprime ainsi, sur la pénétration. Et donc, accepte beaucoup de choses puis qui, pour nous paraissent relever de l'adultère ou relever de l'homosexualité sans trop s'émouvoir. Mais là, il n'y a pas de doute. Et c'est clair, c'est net, puis on se moque. Le mari est ridiculisé, enfin tout ça. Bon. Et donc ça choque. D'autant plus que non seulement c'est un adultère, mais Tristan est le neveu du roi Marc. Et donc c'est un manquement au roi familial. C'est presque un inceste. C'est la situation de Phèdre. Et enfin, Tristan, arrivé presque adulte à la cour de son oncle, etc., est le vassal du roi Marc. Donc il y a une atteinte au droit féodal. Donc la transgression est considérable de tous les côtés. Mais ça ne suffirait pas, il y a bien d'autres histoires comme ça. Ce qui choque au Moyen-Âge, c'est le filtre. Et on
on a chez plusieurs troubadours, et on a dans une des 2 chansons d'amour que l'on a du grand romancier Chrétien de Troyes, qui est à peu près contemporain de ses premiers romans de Tristan, qui est obsédé par Tristan, qui dit qu'il en a composé un mais que nous n'avons pas, et qui a écrit, un de ses romans est un anti-Tristan. Et dans sa chanson d'amour, il dit, comme d'autres poètes, je vous aime plus, je vous aime mieux que Tristan n'aimait Iseult blonde, parce que lui, il avait bu le filtre, il ne pouvait pas faire autrement. Le beau mérite. Il était forcé d'aimer Iseult. Ça aurait pu, enfin, il ne développe pas comme ça aurait pu être un liédron et une mégère, il était forcé. Bon. Tandis que moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi parce que vous êtes la plus belle, la plus ceci, la plus cela, comme dirait Bobby Lapointe. Et c'est cela qui choque. Cet amour contraint en somme. Et du coup, il ne faut pas s'étonner que dans les romans qui traitent cette histoire et dans les poèmes brefs qui racontent un épisode, eh bien, il y ait d'un côté des passages extrêmement émouvants sur l'amour à la vie, à la mort. Iseult, Madru c'est mon amante. Iseult, Madru, Iseult m'a mis en vous ma mort, en vous ma vie. Eh bien, ces 2 vers sont en français dans le texte, dans le poème allemand de Gottfried de Strasbourg, ou dans le lait du chèvrefeuille de Marie de France, cette phrase dont on ne sait pas si elle est gravée ou non sur la branche de noisetier, qui doit prévenir Iseult que Tristan l'attend caché dans la forêt. Un bout de noisetier autour duquel, un bâton de noisetier, est enroulé une branche de chèvrefeuille. Et la poétesse dit, les 2 vivent très bien comme ça, mais si on les sépare, ils meurent l'un et l'autre. Et la formule qui résume tout cela, c'est « Bel ami, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous ». Donc, il y a cela qui est émouvant. Mais à côté de cela, tous ces poèmes où on se moque du roi Marc, ou après qu'il a s'est laissé prendre au piège de la conversation sous la fontaine, pendant des dizaines de vers, peut-être plus, Brangien, Iseult, Tristan rit aux éclats, enfin, et se rappelle comme ça, c'est bien passé, etc. Des passages où le poème, dont on a plusieurs versions, où Tristan se déguise en fou pour... Alors le fou d'abord, ça c'est un thème très riche, pour voir Iseult, et le roi Marc se moque de lui, c'est comme son bouffon, parce qu'il dit des bêtises, mais ces bêtises sont des allusions de plus en plus claires à la vie qu'ils ont menée ensemble, Tristan et Iseult. Et il y a des choses que seuls Tristan et Iseult savent. Et Iseult est ébranlé, pourtant il est si laid, si contrefait. Il a changé sa voix qu'elle ne veut pas le reconnaître. Et c'est Brangien, comme Ulysse, comme le chien d'Ulysse, qu'il reconnaît, qu'il dit mais c'est Louis, et puis ils vont passer un bon moment ensemble, pendant que le roi Marc rit encore tout content des plaisanteries de son fou. Et il y a toute une série d'histoires comme ça, d'histoires comiques, d'espèces de fabliaux autour de Tristan et Iseult. Et alors, Tristan et Iseult pâlissent devant Roméo et Juliette, quand Roméo et Juliette apparaissent, qui sont parfaitement vertueux, là il n'y a rien à dire, hein, tout va bien. Et puis, ils sont ressuscités, si je puis dire. Enfin bon, ils avaient continué, on savait qui c'était, quoi. Mais au moment du romantisme, et c'est Wagner qui les relance. Et en France, en 1903, je crois, Joseph Bédier, qui a été mon prédécesseur au Collège de France et à l'Académie française, a écrit une adaptation de Tristan et Iseult qui est, je dis un peu méchamment dans mon livre, elle fait un petit peu Paul Bourget, mais à peine, mais enfin c'est un peu le style de l'époque. L'histoire de la main qui est pas Montesquieu, c'est un peu édulcoré, de même aucun homme n'a été entre mes cuisses, c'est dit autrement, bon, des choses comme ça. Mais c'est une synthèse de toutes les versions, un peu ce que j'ai fait, et c'est vraiment admirablement fait. Et puis il y a des versions, et le Tristan et Iseult
de Joseph Bédier a été un des best-sellers du XXe siècle. Si on fait la liste des 50 livres, ou peut-être 100, enfin, mais moins, qui se sont le plus vendus au XXe siècle, il y a le Tristan de Bédier. Et donc, nous, c'est par lui que nous le connaissons. Enfin, pardon. Bon, non, surtout. Je me traîne à vos pieds. Non. En revanche, vous souhaitiez nous parler de l'aspect fragmentaire, c'est-à-dire du fait que certains romans étaient mal conservés. Oui, alors, je reviens à cette question que j'ai effleurée au début. Pourquoi, pour ces premiers romans, ces romans français, avons-nous soit des textes courts, soit des textes mutilés. Les textes courts, comme je l'ai dit, montrent la popularité de la légende. Et les textes mutilés, on a dit, il y a eu une censure. On avait vu que c'était une histoire qui gênait tout de même. On a dit, il y a une censure, et donc, où on n'a pas voulu tout garder, ou bien on ne les a pas recopiés. Parce que pour qu'un manuscrit vienne jusqu'à nous, il faut garder qu'on retrouve un manuscrit très âgé, mais souvent, ils s'usaient, ces manuscrits, donc on les recopiait. Et quelquefois, quand on n'en voulait plus, ils étaient dépecés, ils servaient de reliure pour d'autres manuscrits. Et dans le cas de Tristan, on a retrouvé, il y a peut-être 25 ans maintenant, mais il n'y a pas assez longtemps, enfin, c'est un de mes collègues et amis, en Angleterre, à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles, à Aberystwyth, vous savez ce nom imprononçable, eh bien, on a retrouvé un historien travaillait sur un manuscrit tout à fait différent des contes ou je ne sais pas quoi du Moyen-Âge. Et puis il voit que la reliure, c'était un texte dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais qui lui semblait bien être du français. Alors, il le montre à mon ami, qui est un espèce de vieux français. Et c'était un passage de Tristan et Iseult, et pas n'importe quel passage. C'était le moment où ils boivent le philtre et la substitution de Brangien à Iseult pour la nuit de noces. Donc on a deux feuillets, le recto et le verso, et pour faire la reliure, on l'a rogné d'un côté. Alors, d'un côté, il manque le début des vers, et de l'autre côté, il manque la fin. Du côté où il manque la fin, c'est pas difficile, parce qu'on voit très bien comment peut se continuer le vers, quelles étaient les rimes usuelles, ça va très bien. Le début, il a reconstitué, bon, c'est un peu plus aléatoire. Mais enfin, vous voyez, on avait jeté Tristan et Iseult. Mais ce n'est pas forcément réellement une censure, parce que à l'époque, les textes sont toujours copiés quelques dizaines d'années après, enfin, la date à laquelle ils ont été composés. C'est pas une loi, ils font pas exprès, mais enfin, le type de diffusion au Moyen-Âge fait que pendant longtemps, ça se passe comme ça. Bon. Et donc, les manuscrits que nous avons sont des manuscrits du XIIIe siècle. Mais au XIIIe siècle apparaît la littérature en prose. Il y a un Tristan en prose. Les romans en vers du XIIe siècle sont mis en prose. Et à ce moment-là, les premiers romans de Tristan ont pu ne pas être conservés simplement parce qu'ils n'étaient plus à la mode, parce qu'on préférait lire la prose, bien que le roman en prose soit interminable et nettement moins bien. Enfin bon. Et enfin, il a d'autres intérêts, mais enfin bon. Et tandis que les romans allemands, étaient inspirés des romans français. Et la prose allemande apparaissait un peu plus tard, puis il n'y avait pas l'équivalent à ce moment-là. Donc, c'est ça. Mais il y a tout de même le fait, cette diffusion bizarre montre que c'est quelque chose de marginal. J'en cite d'autres exemples. Par exemple, un des rares romans en Languedoc, qui est de pas très loin d'ici, de l'Aveyron, enfin vers Larzac, par là, et Flamenca, un roman du XIIIe siècle qui est extrêmement subtil, extrêmement amusant. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je vous le recommande. Là, dans ma collection, La Lettre gothique, il y a une très bonne édition de Flamenca, bilingue. Vous verrez, c'est un régal. Il manque le début et la fin. Eh bien, le jour des noces de Flamenca et d'Archambault de Bourbon, qui va devenir un affreux jaloux, alors là, c'est un adultère sans scrupule. Et
Et on décrit tous les jongleurs et toutes les histoires qu'ils racontent et toutes les chansons qu'ils chantent. Et c'est très intéressant parce que ça donne une sorte de répertoire de la culture de l'époque en langue vulgaire. Et il y a Tristan et Iseux, hein, mais seul Tristan est nommé, pas Iseux. Et on dit qu'il a beaucoup souffert pour Iseux la blonde, et puis ça en reste là. Et il y a une allusion, une autre, mais ils ne sont pas nommés non plus, comme si on se méfiait. Il faut dire que raconter l'histoire de Tristan et Iseux à un mariage, c'est pas d'un goût excellent. Effectivement, oui. Mais enfin bon. Et bon, il y a peut-être ça. Et il y a d'autres. Et je vous disais Chrétien III. Donc dans son deuxième roman, qui s'appelle Cligès, et il dit qu'il a écrit une histoire de Tristan et Iseux, ou plutôt il dit. Oui, il parle de lui à la troisième personne, c'est il qui fit des réquénis, des commandements Ovide, une traduction d'Ovide qui a fait ça, et du roi Marc et d'Iseux la blonde. Oui. Bon, on n'a pas ce texte. Pourquoi dit-il du roi Marc et d'Iseux la blonde? Il pourrait aussi bien dire de Tristan et d'Iseux la blonde, le vers serait juste. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Il avait quelque chose en tête, parce que quand on lit le roman de Cligès, eh bien on voit que dans la seconde partie, qui est la plus importante, plus longue, c'est un anti-Tristan. La jeune Phénice, fille de l'empereur d'Allemagne, doit épouser l'empereur de Constantinople, qui est un affreux usurpateur. Et elle tombe amoureuse du neveu de cet empereur, qui devrait être empereur à la place de son oncle, et lui d'elle. Et ils finissent, après bien des péripéties, par s'avouer leur amour. Mais il faut trouver une solution qui ne soit pas celle de Tristan et Iseux. Phénice dit à sa nourrice Thessala, qui est magicienne, puisqu'elle est de Thessalie, et comme les Irlandaises, mais à l'autre bout, il faut... je ne veux pas que mon cœur soit à un seul, alors que mon corps serait à deux rentiers. Ce mot de rentier nous fait un peu rire, mais enfin bon, soit partagé entre deux possesseurs. Et toute l'imagination de Chrétien III est pour trouver une solution à ça. Et il en trouve une, mais elle ne marche pas. Elle n'est pas très bonne. Alors, au départ, le filtre n'est pas un filtre d'amour, c'est pas la peine, ils sont amoureux. Mais c'est un filtre qu'on donne à boire, concocté par Thessala, qu'on donne à boire à l'empereur Alice avant le soir des noces, et il s'endort et il rêve qu'il possède sa jeune épouse. Mais c'est un rêve. Elle est dans un coin du lit, elle regardait. Et comme ça, elle garde sa virginité pour son bien-aimé. Et alors, une fois qu'ils sont à Constantinople, alors toujours, on la rend malade pour qu'on croie qu'elle est morte. Mais les méchants se méfient, alors des médecins de Salerne, alors on la torture, on lui verse du plomb fondu dans les mains, etc. Et bon, elle ne bouge pas, tellement elle aime son Cligès. Et finalement, on l'enterre. Il vient la déterrer, ils sont dans un château entouré de hauts murs, et ils vivent là le parfait amour. Mais un jour, un chevalier... qui a perdu son oiseau de chasse, etc., escalade le mur pour essayer de le récupérer et les voit tous les deux. Et alors, évidemment, ils sont surpris, ils doivent s'enfuir, etc. Puis finalement, ils arrivent à la cour du roi Arthur, l'oncle meurt, et du empereur de Constantinople disparaît, tout se termine bien. Mais ça se termine bien artificiellement. C'est pas la peine d'inventer tout ça, parce que tout le monde croit que... Phénice a été vraiment la femme de l'empereur de Constantinople. Personne ne tenait la chandelle, personne en dehors de Thessalade qui chassait d'elle ne savait qu'il ne possédait pas vraiment sa femme, dont tout le monde croit qu'il y a eu adultère. Ils doivent s'enfuir comme des malpropres. C'est la solution est boiteuse. Et il est très difficile de se débarrasser moralement de Tristan et Iseux, en fait, de façon morale de Tristan et Iseux. Et est-ce qu'il est très difficile de tracer le portrait physique de ces protagonistes? Alors, toujours difficile. Non, pour Iseux, c'est facile. Elle est blonde. Elle est blonde, elle est très blonde. C'est à peu près tout. Elle est très belle. Mais on connaît les canons de beauté de l'époque. Pensez, si vous voulez, aux vierges gothiques.
c'est-à-dire, enfin, pardon, Sainte Vierge, enfin, fine et élancée, enfin, mince, avec. Alors ça, c'est décrit dans des textes qui ne sont pas sur la Sainte Vierge, avec des petits seins hauts et fermes, et le ventre très légèrement bombé, femmes qui se tiennent un peu cambrées, comme ça. Bon. Pour les hommes, on a des descriptions dans des chansons d'amour qui sont des chansons de femmes où c'est entendre une voix féminine ou qui prétend être une voix féminine. Souvent, l'auteur est un homme quand même. Enfin. Et alors, il y a la description aussi de Lancelot dans le Lancelot en prose, où on dit, alors naturellement, il est grand, il est large d'épaule et il a la taille fine. Large d'épaule, grêle par le baudre, là où on a le baudrier, hein, bon, et avec les cheveux blonds et finement frisés. Curieusement, ils aimaient ça. Blond le poil, menu recercelé. Non, pas les miens, hein, mais... Ni les miens. Oui, nous ne pouvons ni l'un ni l'autre prétendre être Tristan. Tristan était comme ça. Et moralement, parce qu'en fait, pour vous avoir lu, je sais que Iseult peut apparaître comme dure, comme une femme dure, comme une femme cynique. Oui, alors il y a ça. Iseult est un personnage qui a quelque chose d'inquiétant, qui tient peut-être au fait justement, ces Irlandaises, ces magiciennes, elle vient de loin, enfin, voilà. Puis, on voit d'abord, elle a une sorte d'immoralité dans l'amour, elle n'a pas le moindre scrupule. Et d'autre part, elle a une sorte de dureté dans la façon dont elle se moque de son mari, dans la façon dont elle le ridiculise, de sang-froid au moment du serment ambigu, par exemple, et avec ces détails dont on ne sait pas d'où ils sortent, qui sont vraiment bizarres, en particulier l'histoire des aumônes. Lorsqu'elle fait, dis donc, elle envoie avec son écuyer Pérénice dire à Tristan de se trouver au Malpas, etc., lors du serment ambigu, mais elle lui dit, et dis-lui bien qu'il me garde les aumônes qu'il aura reçues. Or, il reçoit beaucoup d'aumônes, parce qu'une fois qu'il a fait passer la reine, tout le monde récompense le mendiant, et qui se vend en disant aux chevaliers, aux beaux seigneurs de la cour, non, là, vous allez vous mouiller, passez par là, c'est très sûr. Et il les envoie naturellement à l'endroit où il y a le plus de boue. Et alors, il y a une scène comme ça, comique, au milieu de cette histoire qui n'est pas du tout, où Tristan s'amuse, mais lui, l'argent, ça lui était égal. Pas à Iseult, et on ne sait pas pourquoi. De même, à la fin, quand Kaerdin ramène Iseult, il se déguise en marchand. Là, ce n'est plus... chez Thomas, ce n'est pas à Tintagel, en Cornouailles, comme il est logique, c'est à Londres. Donc, il y a une sorte d'anachronisme, n'est-ce pas ? Et donc, c'est un marchand du port qui débarque dans le port de Londres et qui propose des bijoux. Et Iseult, immédiatement, s'intéresse aux marchands à cause des bijoux. Et puis, ensuite... il arrive à lui glisser qui il est, quelle est la situation. Alors là, quand il lui dit mais j'ai des bijoux encore plus beaux sur mon bateau, elle dit oui, je veux les voir, et monte sur le bateau. Mais là, évidemment, c'est une feinte. C'est pas venez sur mon bateau, voilà. Et le bateau lève l'ancre. Voilà. Et Tristan, que savons-nous de lui ? On sait qu'il a des dons musicaux et poétiques, alors, par exemple. C'est ça, là, oui. Alors, Tristan... Depuis le début, c'est quelque chose que les auteurs disent comme allant de soi. C'est lié au personnage, probablement la vieille tradition du personnage. Donc, joue de la harpe. Et quand on dit qu'il joue de la harpe, c'est cette toute petite harpe celtique qui servait d'accompagnement et tout le monde à l'époque savait jouer. Et donc, savoir jouer de la harpe et chanter en s'accompagnant de la harpe, c'était un talent de société obligatoire. Et donc, ça complique le portrait, ça complète le portrait du chevalier parfait,
qui est amoureux, il faut bien être amoureux quand on est un chevalier parfait, et qui est poète et chanteur, comme chez les troubadours. Et dans le Tristan en prose, on voit que Iseult elle-même se met à composer, etc. Et on a un exemple de l'importance de l'harpe, mais ça m'éloignerait, je ne vais pas vous raconter cette histoire, elle est pourtant super. Je regarde l'heure, il nous reste 5 minutes. Oui. Après, bien évidemment, il y aura des discussions peut-être plus intimes autour de vos livres qui se trouvent là-bas. On pourrait terminer par les échos qu'on peut, qui se font avec notre époque. Et oui, vous faites allusion à la fin de mon livre. Absolument. Oui, je l'ai commencé de façon incorrecte, ce livre, en disant, à l'époque, j'ai pris mes précautions. La première phrase est, à l'époque, heureusement révolue, où on pouvait dire du mal du physique de son prochain sans encourir de sanctions pénales. Et je termine, je me rappelle, même plus, écoutez, je vous le lis, ça vous permettez. Ah oui, ce serait bien, oui. Je vous rappelle plus ce que vous savez, je passe pas mon temps à me relire. En revanche, ce qu'il y a de formidable dans ce livre aussi, c'est que de temps en temps, vous mettez votre propre grain de sel, vous ravisez. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Oui, vous revenez. Ouais, si j'avais été plus jeune, j'aurais pas dit ça. Non, ça c'est vrai. Jeune, Tristan, l'amour, Daisy, l'amour, comme je dis au début. Bon, ouais. Mais voilà, maintenant je suis vieux, je réagis en vieux. Je peux pas dire le contraire. Et je lis mon dernier paragraphe. Tout à fait. Les règles de l'amour ont changé, mais son angoisse et sa folie demeurent. Aller chercher jusqu'au bout du monde une jeune fille identifiée par un seul cheveu blond dans le bec d'une hirondelle, est-ce beaucoup plus déraisonnable que de se fier à une photo trouvée sur Facebook ? Diffuser sur la toile des photos intimes pour attirer sur la victime insultes obscènes et harcèlements, est-ce beaucoup plus délicat que de livrer sa femme à la concupiscence des lépreux, comme le fait le roi Marc ? Aujourd'hui, où la volonté de simplifier l'amour l'a rendu inextricable, où l'effort pour le déculpabiliser est encadré par des règles si strictes qu'on ne peut plus guère s'aimer qu'en présence de son avocat, Tristan et Iseult devraient encore avoir un bel avenir devant eux. Mais ce serait une autre histoire. Écoutez, je pense que ce sont des mots de conclusion parfaits. C'était fait pour. C'était fait pour. Merci. Alors, je ne sais pas, Hélène, est-ce que la signature se fait ici ? Non, je suppose que c'est... Elle se fait ici. Donc, il faut aller chercher les livres et... Parfait. Merci à vous. Il n'y a pas de question period. Bon. L'ouvrage de Michel Zinc, Tristan et Iseult, un remède à l'amour, est publié chez Stock. Michel Zinc a aussi fait paraître de nombreux essais sur le Moyen-Âge, mais aussi des romans policiers historiques tels que Arsène Lupin et le mystère d'Arsonval et un portefeuille toulousain, tous deux parus aux éditions de Fallois. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée lundi 27 juin 2022 dans le cadre du Festival de littérature Le Marathon des mots, réalisé et mis en onde par Radio Radio.